J'attends Gilles. Ouais. Check. Alors on continue cette séance de VAP en question, cette fois-ci sous l'angle du matériel, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup. On a ici quelqu'un, enfin plusieurs personnes, on a 2 personnes. On a notamment ce fameux Phil Buzardo qui nous vient donc des États-Unis. Il a parcouru presque 6000 km. Il est américain et ancien fumeur, évidemment. Après 25 ans de tabagisme quand même, il décide d'arrêter la cigarette et il parvient pendant près d'1 an. Mais un événement malheureux dans sa vie personnelle le pousse à retomber dans le tabac. Et ce n'est qu'en 2009, si je ne me trompe pas, qu'il a réussi enfin à kick the habit, à quitter le tabac. Donc comme beaucoup de fumeurs aujourd'hui, Phil a enfin pu se débarrasser de cette mauvaise habitude grâce à l'e-cigarette. Ou devrais-je dire le vaporisateur, parce que Phil connaît très très bien le matériel, les atomiseurs, les batteries, les box. On peut voir un peu le type de matériel qu'il utilise ici. Il est devenu aujourd'hui un véritable spécialiste. Phil Buzardo teste sans relâche et toujours avec un certain sens de l'humour les derniers modèles qui sortent sur le marché, et sa chaîne YouTube Can I Taste Your Juice compte à peu près, si je ne me trompe pas, 80 000 abonnés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc, il vient aujourd'hui nous donner son point de vue sur ces questions techniques. Il est accompagné à sa gauche de Jean-Philippe, qui nous vient du Québec, donc francophone. Ça fait 3 ans à peu près que tu vapes. Et pareil, Jean-Philipe parle, lui, d'e-cig. Alors, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons e-cig, qui est assez connue en France. Des milliers aussi d'abonnés sur ta chaîne. Donc, on va aborder, si vous voulez bien, ensemble, ces 2 questions. Can I talk now? Perfect. First of all, thank you so much for having me here. This is beyond belief for me, and for all of you to be here listening to what I have to say right now. Merci, merci, merci. Really, thank you. This is big for me. So you said 400,000 subscribers. Non. You were off by a little bit. Non, j'ai dit 80 000. There you go, 80,000. Yeah, I heard 400,000. So, yeah, well, let's talk. Bon, alors, vous êtes tous les deux à fond sur le matériel. Dès que quelque chose de nouveau sort, il y a de fortes chances que ça passe entre vos mains. Aujourd'hui, quelle influence, on appelle ça les reviews, les revues en français, quelle influence ces revues ont-elles sur le développement de certains matériels aujourd'hui sur le marché? I think we have actually a very large influence, not only with the materials and the way people are vaping, but also with some of the manufacturers. Okay, so companies like Innikin, companies like Kanger, they take what we say very, very seriously, and they adjust their equipment and their materials and the way they produce things based on feedback from not only the reviewers, but also from other people in the community. And I think those are the companies who are going to be around for a longer period of time. You know, those companies who are actually listening to what's important to the vapors, not only the reviewers, but the vapors as well. And Innikin is like one of the companies that's really in tune with what's going on in the community. You can see that based on how they adjust their products based on what I say. They have a Facebook now, so they have a lot of social media presence. So that's one of those companies to watch. Jean-Philippe, le même sentiment? Oui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, en fait, la même chose exactement. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'avant, c'était surtout justement chez les gens plus connus, plus aux États-Unis, comme Phil, comme par exemple, qui pouvaient avoir une certaine influence sur les manufacturiers. Mais aujourd'hui, même les reviewers français, canadiens, québécois, de pas mal tous les pays dans le monde commencent vraiment à avoir une influence sur certaines compagnies parce qu'ils commencent vraiment à porter attention. C'est sûr que malheureusement, il y a des compagnies qui
qui sont là uniquement pour le temps que ça passe pour l'argent, mais il y a beaucoup de compagnies sérieuses qui écoutent et qui essaient vraiment de développer selon les utilisateurs, les reviewers, parce que c'est les gens, je crois, qui sont les mieux placés, c'est les utilisateurs pour vraiment dire ce qu'ils pensent du produit et où ils devraient s'en aller. Alors j'ai vu sur Facebook, juste pour l'anecdote, posté par vos soins d'ailleurs, Phil, qui avait une société, si je ne me trompe pas, asiatique, chinoise, qui disait Phil n'aime pas ça sur le dernier atomiseur, alors on l'a changé. Phil n'aime pas tel aspect de notre matériel, alors on l'a changé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent? You know, it actually, first of all, you two sound so much sexier than I do. It's much, okay. But yeah, it happens a lot. And what I hate when it happens is when somebody already liked the product and they enjoyed the product, and then the manufacturer changes it based on what I said, even though they didn't want it to change. But yeah, I mean, I've seen that a lot of times. I've seen that on the Sigelli website, for an example. Yeah. Alors en France, on parle souvent, parce qu'on est amateur de vin, vous le savez, ici en France, et il y a une personne qui est très influente dans le monde du vin, c'est Parker, et on dit souvent il peut y avoir une parkerisation du vin, c'est-à-dire que cette personne est si influente sur les notations des vins qu'à la fin, on a une crainte d'avoir des vins qui se ressemblent, qui soient tous les mêmes. Est-ce qu'on pourrait parler d'une busardisation de la vape un jour ? No, no, absolutely not. You know, somebody gave me an interesting email. This happened about a month ago. And they said, Phil, with everything that you know about PVs and advanced devices, why don't you design the perfect device? Okay, so let me turn this to the audience right now. How many people like tube mods? Okay, how many people like box mods? That is why there is no such thing as a perfect device. Very simple example, right? The only perfect device that's out there is the perfect device that's for you, right? Is the perfect device that's keeping you off of real cigarettes. That's the perfect device. Be that device a simple clearomizer or an ego or an advanced device or a mechanical or a dripper. Nobody's doing it wrong unless you're still smoking. That's when you're doing it wrong. Ouais, c'est bien dit, je pense. Alors, si on rentre directement dans le détail, parlons matériel. On entend souvent, et là, on va s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément très connaisseurs, on entend souvent microcoil, coton. Est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit? It's the heart of your electronic cigarette. Without a coil, we're not getting vapor, okay? So you can think of the coil as the heater, all right? That's the thing that's in your electronic cigarette that's getting hot, that's boiling or vaporizing your e-liquid, okay? So without that coil, we have no vapor. Okay. Et le coton, le matériau qui est utilisé pour imbiber le liquide et alimenter l'atomiseur, ça c'est un matériau précis. Il y en a d'autres. Il est populaire ce coton, on le voit de plus en plus, non? Yeah, so there's a lot of different materials, and I invite anybody to use the material that works the best for them if you're into rebuilding, okay? I personally like cotton. And I did an experiment with a few different wicking materials. I did the natural cotton. I did the Japanese cotton. I looked at the hemp, just to see. That was actually a very selfish thing for me to do because that was for me, but I happened to record it for you guys too, because I was looking for what was best for me, and what I found was the Kojendo cotton worked fantastic, okay? Rayon is another one of the materials that I looked at. And that worked well too, but I also invited people to use not only what works well, but what you're comfortable with, okay? So people might be afraid or not want to use something like a rayon because it is a man-made material. It is a chemically treated material. So until we, and let's be honest, okay? Kojendo might be just as bad for us, not saying it's bad for us, but it might be not good for us the same way rayon might not be good for us. But that's why testing is so important, okay? And testing in the environments that we use these materials in has to happen,
has to continue. Now, whether you use that testing to adjust how you vape, that's up to you. But at least we can have the knowledge to make a more educated decision on how we vape. Alors la question délicate, j'imagine, mais bon, qui me brûle les lèvres évidemment, le top 3 des atomiseurs reconstructibles. Pour vous deux, on va commencer par Jean-Philippe. C'est une question qui est toujours très, très, très difficile à répondre parce que ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Donc, c'est toujours quelque chose qui est très, très, très difficile à répondre. Mais si j'avais vraiment une liste à faire, je dirais que dans le reconstructible, par exemple, pour l'instant, parce que je n'ai pas trouvé mieux avec un réservoir, c'est le Kayfun. Ça, c'est mon préféré. J'ai bien hâte, je suis censé pouvoir mettre la main sur un Squape Reloaded. J'ai bien hâte de l'essayer, j'ai entendu beaucoup de bien. C'est un atomiseur qui a l'air très intéressant. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais celui que je reviens toujours à reprendre, c'est celui-là. Mais je ne veux pas nécessairement favoriser un ou l'autre. Puis si on parle, mettons, exemple de quelque chose qui n'est pas reconstructible, d'un cléromiseur, bien, je l'ai ici justement, c'est le Nautilus Mini de la compagnie Aspire. Moi, c'est dans les cléromiseurs. Ça et les Kanger Aerotanks, c'est vraiment mes cléromiseurs préférés, avec des très bons rendus de saveur, une bonne vapeur, un bon hit, vraiment une belle expérience à utiliser, puis qui est très simple aussi, justement, parce que tu n'as pas besoin de faire tes résistances toi-même. Donc, quand tu es pressé le matin avant de venir à Vapexpo et que tu n'as pas eu le temps de refaire ton coton sur ton Kayfun, ben tu prends ton Nautilus Mini. Phil, vous partagez ce point de vue? Vous partagez ce Okay, point and de for vue? me, similar, very, very similar. And we're going to talk about this a little bit tomorrow because the way I look at vaping, it's a journey. Okay, you're on a highway, you're on this road, and everybody gets off. Everybody's highway goes in a different direction, right? But everybody gets off at different exits at times. Okay, so I mean, I started at the atomizer exit, and then I went to the cartomizer exit, and then I went to the Vivanova exit for a while. But as far as rebuildables, what I like is Kayfun. Okay, Kayfun, I think it's a fantastic, amazing design, and it works perfectly. It produces some of the best flavor that I've experienced. It's extremely easy to build, extremely easy to work with, and it's very reproducible. Okay, so the coil and the build that you put in there, it's very reproducible. Okay, so I do like the Kayfun, and I was on the Typhoon exit for a long time, right? I did enjoy the Typhoon, and I am excited to try the Squape Reloaded because I've heard nothing but good things On en about parle that. beaucoup. Ouais. I missed that. Oh, okay, good. And now, as far as replaceables or clearomizers with the replaceable heads, that's where I love where the technology and the innovation is happening, okay? Because we're getting to a point where it is that easy to use. I take the cigarette out of the pack and I light it, and it works the same way every time. So the technology there, the improvements, the innovation is getting fantastic. The two that I happen to like right now would be the Kanger Aerotank, the entire line, the Mini, the Mega, and also the Aspire Mini Nautilus. Right? I think those are two fantastic clear. Alors justement, là, on est en train de parler d'atomiseurs non reconstructibles, donc on peut peut-être qualifier ça de grand public, ou en tout cas des atomiseurs qui sont plus faciles d'utilisation. On a peut-être le sentiment qu'on parlait du cœur de l'atomisateur, c'est-à-dire la résistance, qu'on est en train de suivre le schéma des cartouches d'imprimante. Alors je m'explique, on achète une imprimante à un certain prix, et on va devoir évidemment changer les cartouches d'imprimante au fil des mois. Et très vite, on va s'apercevoir qu'à la fin de l'année, on a déjà en cartouche d'imprimante payé le même prix que l'imprimante en elle-même. Est-ce qu'on est en train de suivre le même schéma pour les résistances d'atomiseurs? Ben moi, c'est pas quelque chose que je me suis vraiment posé la question. Parce que pour moi, quelque chose qui est extrêmement important, c'est de changer régulièrement son atomiseur.
Parce que si on regarde, même les atomiseurs qu'on peut remplacer, sans que ça soit du reconstructible, si on regarde puis on ouvre un atomiseur après l'avoir utilisé pendant quelques jours et on voit la couleur qu'il devient et tout ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et c'est pour ça que j'aime changer souvent. Évidemment, travaillant pour la Vape Shop, je les paye pas très cher, mes atomiseurs, donc je me suis jamais posé la question. Mais ça peut vite valoir 1,50 €, 2 € dans certains magasins physiques. Donc, si on la change toutes les semaines, bon, ça fait un petit budget. Oui, mais moi, j'essaye toujours quand même de comparer ça par rapport au tabac. Parce que la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je vape, c'est parce que je ne veux pas fumer. Donc, j'ai vraiment remplacé ma cigarette par la vape. Et pour moi, de dépenser, si on parle en euros, quand même que ça me coûterait 30 € en atomiseur dans un mois, c'est rien comparé à ce que je pouvais dépenser avant pour me détruire les poumons. Donc, pour moi, c'est une comparaison qui est difficile à faire. Oui, je peux le voir de ce point de vue-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important de changer son atomiseur. Puis il faut quand même, évidemment, un atomiseur coûte peut-être juste... coûte même pas 1 € à fabriquer, ça c'est certain. Mais c'est sûr qu'il y a le transport, il y a tout ça qu'il faut ajouter. Donc, je pense que c'est pas nécessairement déraisonnable, surtout en fonction du coût du tabac qu'on remplace par la cigarette électronique. Phil, votre avis? Yeah, so I think he nailed it when he talked about traditional tobacco cigarettes, okay? Now, I know that, let's see, this guy right here, I could tell, he wants to buy every mod on the planet, right? You want to buy everything that comes out, you have to have it, and you go out and you buy it. You're not necessarily going to save a whole lot of money vaping, okay? But you can save a whole lot of money vaping if you find something you're happy with and you continue to use that, right? So even the price of a Clearamizer head is nothing compared to the price of smoking, okay? So in America, in New York, cigarettes go for $10 a pack. Somebody quick, do the translation. Okay, so $10 is how many euro? 7. Okay. That's a lot of money. $10 a day is a lot of money. So there is a substantial money savings when it comes to vaping, unless you're like that guy right there who buys everything, right? So, yeah, I mean, you can make vaping as cheap as you want it to be, or you can make it as expensive as you want it to be. More expensive, right? Because, I mean, there's the hobbyists, there's the enthusiasts, and, yeah, they're not necessarily going to save money. But if you find something that you're happy with, that's consistent, that's keeping you off of traditional tobacco cigarettes, it does not have to be expensive. It could be substantially cheaper. Donc, à partir du moment où on s'écarte du tabac, tout est bon à prendre. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de vous balader un petit peu là dans les allées, il y a énormément de fabricants de e-liquide, beaucoup sont français, fabriquent en France, produisent en France. Si vous avez pu goûter quelques liquides français, est-ce que vous diriez qu'il y a une touche française, au même titre que nous disons qu'il y a une touche américaine dans les liquides? I am so excited to taste your juice. I really am. I literally got right about there, and then I got stopped. So, but the plan is to go around and taste some e-liquids. Okay. I mean, I'm excited to see what the differences are, because I've heard some really good things about the French e-liquids as far as the manufacturing processes and the way you guys are doing your testing, which is very, very important. So I am excited to taste your juice. Ok, ce sera donc l'occasion. Au niveau du matériel, toujours, on revient un petit peu sur cette dimension technique. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dessiner des grandes tendances dans le développement technique? Alors, je parle par exemple, je ne sais pas, des bagues Airflow pour contrôler l'arrivée d'air dans les atomiseurs, l'utilisation du Pyrex, des drip tips, le métal aussi est beaucoup utilisé de plus en plus. Quelles sont pour vous les grandes tendances du moment? Bien, il y a de très bonnes tendances. Et selon moi, des moins bonnes aussi. Il y a des très bonnes tendances comme justement
le contrôle du airflow directement sur le réservoir, ce qu'on voit de plus en plus. Je pense qu'il y a pratiquement plus un cléromiseur sur le marché qui sort sans ça. Et ça, je pense qu'on peut donner un beau bravo à Phil de ce côté-là, parce qu'il y en a tellement parlé que je pense que c'est pour ça que les compagnies ont commencé à en fabriquer. Ça, c'est quelque chose qui a amélioré énormément sous beaucoup d'aspects. Premièrement, ça ne coule plus toujours dans la connexion. C'est ajustable selon le liquide qu'on aime. Si on aime un liquide qui est épais avec beaucoup de VG ou plus liquide avec plus de PG, on peut l'ajuster pour pas qu'il y ait de problème de capillarité. Ça, c'est quelque chose qui a amélioré énormément. Il y a eu énormément une bonne tendance au niveau de la sécurité, comme justement, exemple, tout ce qui est avec des DNA30, des DNA 30 de la compagnie Evolve, Provari, de ProVape, toutes ces choses-là qui ont amélioré beaucoup la sécurité au lieu de juste un tube de métal mécanique avec une batterie dedans. Malheureusement, ces temps-ci, la tendance qu'on voit, c'est jusqu'où on peut aller. C'est de pousser la limite, de monter en wattage, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire pour avoir une bonne vape. Et là, on voit des modèles que là, on parle de 200 watts. Phil pourra en parler un peu plus, parce qu'il y a eu vent de certaines choses qui s'en viennent. Il peut y avoir des dérives dans cette course technologique. Ça a malheureusement, pour l'instant, une certaine tendance à vouloir dériver justement un peu. Et jusqu'à quel point qu'il faut aller. Là. On abordera ça dans la conférence sur la culture tout à l'heure, je pense. Vous, Phil, votre avis sur ces tendances techniques, quel est-il? Okay, I was waiting for the translation. I apologize. I'm not just sitting here not talking, okay? C'est parce qu'il est relié par satellite. Okay. So I do want to talk about airflow. Airflow is fantastic that we're seeing airflow on all of these devices now. Because earlier on in the Clearomizer days, it doesn't wick. It doesn't wick. I can't get it to wick. It's not working. What am I doing wrong? But now we have airflow on pretty much all of these Clearomizers. And airflow is more important to think about than just the tightness or the looseness of your draw, okay? As we tighten up the airflow, what we're doing is we're creating more vacuum, more negative pressure. And what that does is it pulls your thicker e-liquids into your coil. So the days, we're pretty much at a point now where the days of mine just doesn't wick or mine is flooded all the time, those days are kind of over now, if you understand how it works, okay? So if you're getting gurgling, if you're getting flooding, loosen up your airflow, you're pulling less e-liquid into your Clearomizer, your atomizer head, that will fix that. If you're getting a dry, burnt, scratchy taste, you tighten up your airflow, you get more e-liquid into your coil, and it's a problem solver. It's a fantastic problem solver. The thing that I don't like what's happening right now is, and I don't want to take away anything from anybody who's vaping like this, okay? I don't. But this is something that we're seeing from China right now. They want to give you more watts, more watts, more watts. It's all about watts, okay? So it's 100 watts, it's 200 watts. There are designs on the table right now, 300 watts and 400 watts. And I know this guy right here is waiting for a 400-watt device. I know this guy, okay? When do we stop? Like you said, when do we stop? Are we only going to be happy when we press our button and it's our coil that vaporizes? Because that's where I think we're headed. So I am in a little ethical dilemma with myself because I like to look at all devices for all people. But the way I review and my focus is on vaping not to smoke. Mm-hmm. That's what I want to be. I want to be the level-headed guy that's talking to people about vaping not to smoke. I don't necessarily want to be that guy that talks to people about vaping for cloud chasing. That's not what I'm all about.
And again, not that there's anything wrong with that, okay? But that's not my focus. On verra probablement tout à l'heure dans la conférence sur la santé que effectivement cet aspect de température est extrêmement important dans la vape puisqu'il va pouvoir transformer le liquide et éventuellement il peut y avoir quelques toxines qui sont indésirables et donc quitte à les éviter autant essayer de le faire. On parle alors de box, de DNA 30, d'atomiseur. Quand on a un atomiseur reconstructible, on a toujours besoin d'accessoires, d'outils. Alors moi je sais que j'ai ma petite boîte à outils personnelle. Quels sont les accessoires indispensables du vapoteur ou vapor confirmé? You know, one of the most important accessories that you can have is an understanding of what you're doing. That's the most important thing, okay? And Une connexion Internet. Yes, okay. And and understanding about what your battery is capable of, okay? And understanding about resistance and running resistances in parallel as opposed to series. But what should everybody have? A selection of wire that they're happy with working with. The most important thing is a resistance checker. You need to know what your resistance is before you put it in your device because you don't want to short. That's where bad things happen. Clippers, wire cutters. Don't get like me because then you'll have way too many things. You'll have scopes and meters and temperature gauges. You don't need all that stuff. Leave that to me. But yeah, I mean, everybody should have your basics when it comes to rebuilding. But the most important thing, a quality meter so that you can be able to test your resistance to understand where you're at before you screw it onto your device. Alors, une partie importante de ces appareils, c'est évidemment les accus, les accumulateurs, ces batteries amovibles qui caractérisent justement ces modes, à la différence des batteries égaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent sur ces accus? Que faut-il savoir? Et peut-être il faut aussi se prémunir de certaines choses. Ben, le premier conseil, moi, personnellement, que je donnerais au niveau des batteries, c'est de ne pas acheter des batteries sur eBay. Ça, c'est la première chose que je dirais parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de batteries qui sont renommées faussement. Donc, sur eBay, c'est un peu le festival de la contrefaçon à ce niveau-là. Et c'est pas pour embarquer dans le débat contrefaçon, clone ou tout ça. C'est une question de sécurité. Moi, j'ai vu de mes yeux vus prendre une batterie qui est marquée AW, que, en la regardant, j'ai des doutes, mais je prends la batterie, je fais ça, puis j'entends clic, 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 parce que dans le fond, c'est une deuxième batterie qu'il y a dedans, qui est beaucoup plus petite. Donc, si on met ça dans un mode mécanique et qu'on se fait une résistance de 0,2 ohms, ben ça peut facilement nous éclater à la tronche. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, la sécurité, c'est une chose qui est excessivement importante pour moi et que je veux transmettre aux gens. Donc, la première chose, c'est vraiment de connaître, d'utiliser des batteries qui sont déjà prouvées, qui ont déjà une bonne réputation et qui sont sécuritaires, qui ont une bonne limite d'ampérage selon ce qu'on fait. Et presque, malheureusement, je ne veux pas dire jusqu'à aller à vraiment bien comprendre la loi de Ohm, mais au moins comprendre la puissance qu'il y a dans ces batteries-là, la puissance qui peut être dégagée de ça, c'est très important parce que c'est incroyable la puissance qu'il y a dans ces accumulateurs-là. Et s'ils sont mal entreposés, s'ils sont mal utilisés, il peut arriver des accidents très graves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Prendre une batterie et la mettre dans sa poche avec de l'argent, je veux dire, il n'y a rien de plus mauvais au monde. On connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. Moi, je ne l'ai pas fait. Je suis très chanceux. Mais je l'ai compris après avoir déjà mis une batterie dans ma poche, mais j'avais pas d'argent dans ma poche. Donc, mais c'est quelque chose qui est niaiseux un peu, si on veut, si je peux me permettre l'expression. Mais on ne pense pas nécessairement à ça. On se dit, bon, on prend ma batterie, je vais la mettre dans ma poche, mais c'est quelque chose qui est à éviter
fortement parce qu'on peut causer un court-circuit interne de la batterie. Elle peut monter en température, arriver à l'état critique et dégazer. Et ça, c'est très dangereux. Phil? Yeah. First of all, I'm getting the translation here, and your translation is in male, and your translation is in female, and I think that's hysterical, okay? Women, do not put your batteries in your purses unprotected. They will find your keys, guaranteed. I guarantee it. It's happened to at least 2 of my friends, and they destroyed. I don't know if you have Coach bags here in France. Coach, women? Do you know what a Coach bag is? No. It's like an expensive purse. Okay, and yeah, okay, and destroyed. She destroyed her purse. Actually, burnt a hole through it. You mentioned something, and I want to talk about it because of what happened, what I experienced at the Texas event, okay, at Vape Blast. You talked about the power in the battery. All right, so what happened at Vape Blast? A device vented at Vape Blast. A device vented violently at Vape Blast. It was as bad as it could get as far as what happened to the device, okay? Thank God no one was hurt because then it would have been game over. When I heard, what I thought happened was that somebody took like a quarter stick of dynamite, and put it down on the ground to get the event shut down. That's what I thought happened. And then I thought to myself, could that really be what it sounds like? Could that really be what a battery venting sounds like? When the venting in the device fails, because that's what happened, right? The device did not vent. It was an explosion, ladies and gentlemen, okay? The device exploded. Some of the device went down into the ground, put a hole in the concrete floor. The rest of the device wound up in the ceiling, through the ceiling tiles, okay? The battery portion of the device got kind of moved over to the side. It lit on fire. And thank God nobody was hurt. There were a couple of scratches, couple injuries, okay, but nothing bad. It would be my hope or my wish that everybody could experience that in a safe way. Alors, est-ce que c'est pas aux fabricants ou aux distributeurs d'informer le consommateur justement sur la manière dont il faut utiliser ces batteries? Parce que là, on joue un petit peu au petit chimiste, à l'apprenti sorcier avec ce type de matériel-là, mais personne ne prend, on a l'impression en tout cas, la peine d'expliquer ou d'intégrer ces informations dans leurs fascicules qui accompagnent les produits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui doit informer? Yeah, well, good dealers do that. Good vendors will do that. Good vendors will sit you down and they will talk to you about battery safety and how to do things the right way. Okay? The bad dealers and the bad vendors will put the build in there for you, not tell you anything about battery safety, and send you off on your way. And you have no idea what you have in your hand. So education is very important when it comes to rebuilding, especially when you're going down lower in ohms. But you need to respect the power that's in that battery, and until you experience it that way, one actually, failing, that's when you have a different kind of appreciation for the power in that battery, because it's unbelievable. It really is. D'accord, alors pour finir, peut-être sur une note un peu plus positive, stipper son liquide. On parle souvent de ça. Est-ce que, Jean-Philippe, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quel est l'intérêt de stipper son liquide? Ça honnêtement, je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour parler de ça. Parce qu'en fait, stipper le liquide, dans le fait, c'est le but. Ce que les gens vont dire souvent, ça va être d'améliorer la saveur, d'améliorer le mélange, que tout soit bien homogène, que tous les ingrédients se marient bien dans le liquide avant de l'utiliser. Et concrètement, ça consiste à ouvrir le flacon Il y a plusieurs façons, moi, qu'on m'a dit. Il y a des gens qui vont dire que stipper veut dire de juste laisser reposer la bouteille au noir. Il y a des gens qui vont dire que non, ça veut dire qu'il faut enlever le bouchon. Il y en a qui vont dire non, il faut enlever le bouchon et le petit bec verseur, le tip en bon franglais.
je ne suis pas assez connaissant dans ça pour pouvoir répondre à cette question-là. Parce que moi, personnellement, parce qu'évidemment, en travaillant pour un fabricant de liquide, je vois comment le liquide est fabriqué et je sais à quel point c'est bien mélangé avant d'arriver dans la bouteille. C'est sûr qu'il faut toujours bien brasser sa bouteille avant de remplir son réservoir, mais moi, quand j'ai un nouveau liquide, j'ai pas le goût d'attendre. Je veux le boire. Je veux pas faire comme un vin et le laisser vieillir. Je veux le consommer tout de suite. Je veux le consommer tout de suite. Je veux le mettre dans mon réservoir puis je veux l'utiliser tout de suite. Donc, je suis pas assez patient pour ça. Donc, je suis pas le mieux placé pour ça. Phil, adepte du steeping ou pas du tout? Steeping. I get so many questions about steeping. It's funny. I get it in the mail and I vape it up as quickly as I get it. That's what I do. But I also know people out there who take steeping very seriously, okay? I know people who actually went out and bought ultrasonic jewelry cleaners and they put their liquids in there because they think it steeps it faster, okay? So I don't take a whole lot. Does it change the flavor of the liquid? Does it change? Yes, it does, okay? Because what you're doing is you're allowing all of those flavors to mingle and get happy together, okay? So they're getting happy together. But who should be the expert on steeping? Not you, not me, okay? So e-liquid vendors, if you're here, listen. You guys need to be the experts on steeping, right? If your e-liquid is made fresh, you should know exactly how long to steep that e-liquid before it reaches its maximum potential. And you should be including information with your e-liquids when they go out to customers that say, for best performance, this should be steeped for a couple of days, a week, okay? They need to be the experts, not us. How do we know? Right. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tout le monde a pu apprécier. On retrouvera Phil et Jean-Philippe probablement dans d'autres conférences à venir. Cet après-midi, il va y avoir une conférence sur la santé, donc avec Nicolas Bonnet du RESPAD, donc qui est le réseau des établissements de santé de prévention des addictions. Et puis le professeur aussi Riccardo Polosa de l'université de Catagne. Ils vont aborder avec l'animateur Rémi Parola la vape et la santé et faire le point sur les connaissances. Et puis on finira l'après-midi avec Phil aussi sur la culture de la vape au sens large. Il y aura aussi avec nous Yann Kounen qui est en train de réaliser un documentaire sur la vape. Et puis aussi l'administrateur du gros forum américain, Oliver Kershaw, qui sera là aussi pour aborder ce sujet de la culture. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et on se dit à tout à l'heure.